Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Médian TV pour un nouveau numéro de votre émission Sport Time. Aujourd'hui, vous aurez au menu du foot sur le continent avec la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. De très belles affiches s'annoncent, vous aurez plus de détails dans le développement. Nous parlerons également de l'affaire Patrick Evra. Les fanatiques de l'Olympique de Marseille restent unis autour de leurs membres impliqués dans cette affaire. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau de Sport Time avec notre confrère Régis Moukila, notre confrère du Gabon. Régis, merci d'être revenu. Merci pour l'invitation. Et avant le développement de ces titres, nous allons prendre de l'altitude. Oui, nous allons prendre de l'altitude, défier également la vitesse du vent avec ces très belles images que vous êtes en train de voir. Ces images du drapeau marocain hissé au sommet du monde. Le parachutiste marocain Anas Bekali a contribué à sa manière à la célébration du 42e anniversaire de la Marche Verte. Le jeune parachutiste s'est donc fait porte-drapeau et a volé aux côtés du mont Everest ainsi que 8 montagnes voisines de la chaîne Himalaya. Le drapeau marocain devient ainsi le plus haut drapeau au monde élevé par un homme. Selon Anas Bekali, ce projet a nécessité plus d'un an de préparation mentale et physique ainsi que l'appui d'une équipe d'experts internationaux. Régis, de très belles images. Est-ce que vous êtes prêt à défier Bekali? Oui, c'est des très belles images, mais je pense que pour ça, il faudrait que j'arrive à vaincre le vertige, parce que là, c'est assez impressionnant quand même de voir ce jeune homme-là sur un hélicoptère comme ça. Mais je pense que, bon, voilà, je veux m'entraîner et puis essayer de hisser le drapeau gabonais sur la plus belle des montagnes. En tout cas, il faudra beaucoup bosser. Après ces heures passées à défier la vitesse du vent, nous allons atterrir maintenant. Oui, nous allons atterrir pour parler football avec toujours le Wydad Athletic Club de Casablanca qui va disputer la Coupe du Monde des clubs fraîchement auréolés du titre de champion d'Afrique grâce à sa victoire samedi face à Al Ahly. Les hommes de Houssine Amouta signeront leur première participation aux côtés des champions continentaux dont le Real Madrid. Il s'agit du troisième club marocain à disputer la C1 après le Raja de Casablanca et le Maghreb Tétouan. Cette compétition réunit le meilleur club de chaque continent. Régis, je l'imagine, les Wydadis ces temps-ci doivent être aux anges. Il y a de quoi être aux anges. Prestation méritée également lors de la double confrontation de la finale de la Ligue des Champions. C'est 2-1 dans l'ensemble des matchs. Ils ont fait un très bon match aussi, donc je pense que c'est mérité. Après, vous l'avez souligné, ils vont affronter des plus grands comme le Real de Madrid à cette Coupe du Monde des clubs qui démarre en décembre, donc le mois prochain. On espère également qu'ils vont rééditer l'exploit du tout-puissant Mazembe en 2011 qui est arrivé en finale et qui a malheureusement été sacrifié par ce but de Samuel Eto'o et David Soiseau. C'est la première participation du WAC à la Coupe du Monde des clubs et on espère qu'ils feront honneur à l'Afrique. Après le Wydad, place à l'équipe nationale. Les hommes d'Hervé Renard s'apprêtent à disputer le dernier match des éliminatoires du Mondial 2018 contre la Côte d'Ivoire samedi prochain. Les joueurs de l'équipe nationale se sont réunis à Rabat à partir de ce lundi pour débuter les préparations avant de s'envoler vers Abidjan jeudi prochain, soit 3 jours seulement avant le match. La semaine dernière, Hervé Renard a dévoilé la liste des joueurs qui prendront part à cette confrontation. 26 joueurs ont été convoqués, dont 5 botolistes. La Côte d'Ivoire et le Maroc s'affrontent samedi 11 novembre lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Régis, on s'attend à du spectacle, on s'attend à de l'ambiance, une ambiance bouillante au niveau du stade Houphouët-Boigny. C'est un peu la finale avant l'heure parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué la tâche avec cette défaite face au Gabon au match retour. Et
le Maroc a en tout cas affiché une très belle prestation tout au long de ces éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. C'est des scores fleuves, notamment face au Mali, face au Gabon aussi, 3-0. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui connaît très bien. On a vu également qu'il a un peu structuré cette équipe du Maroc avec beaucoup de jeunes, notamment Hakimi, le latéral qui évolue du côté du Real de Madrid. Donc ça va être un match super intéressant et il faudrait effectivement que la Côte d'Ivoire arrive à se concentrer pour obtenir les 3 points nécessaires pour la qualification au Mondial 2018. Ça ne sera pas chose aisée vu la détermination des Marocains. Aujourd'hui, comment les hommes de Hervé Renard doivent aborder ce match? Mais je pense qu'ils doivent, crucial, si capital. Je pense qu'ils doivent partir pas avec la peau du leader. Hein. Ils doivent partir dans une sorte de remise à jour, hein, s'il faut le dire comme ça, c'est-à-dire partir en se disant que on n'est pas leader, on a juste 3 points à prendre, pas un seul, parce que rappelons le contexte, hein, le Maroc a juste besoin d'un seul petit point pour se qualifier, voilà. Donc partir avec l'idée qu'on a besoin de 3 points et non d'un seul pour se qualifier pour ce mondial-là. Le Maroc, c'est une équipe très joueuse, la Côte d'Ivoire aussi, mais je pense que le Maroc partira et se dira qu'on a besoin de ces 3 points et non du nul. En tout cas, tous les projecteurs de l'actualité sportive seront braqués sur ce match, tout comme sur cette double confrontation entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Le Sénégal qui joue vendredi face au Bafana Bafana. Rappelons qu'en cas de victoire, le Sénégal participera à sa 2e Coupe du Monde après l'épopée 2002 avec les protégés de feu Bruno Metsu. Le Sénégal est à un pas d'une 2e qualification à la Coupe du Monde. Le leader du groupe D, les Lions de la Teranga, n'ont besoin que de 2 points pour aller en Russie. Alors Régis, on va assister à de très belles rencontres les 10 et 14 novembre. Comment voyez-vous ce match? Moi, j'ai envie d'appeler ça des matchs pièges pour le Sénégal si Aliou Cissé et ses hommes n'arrivent pas à profiter de ce gâteau, hein, moi je l'appelle comme ça, puisque déjà il y a un match qui va être rejoué. Donc si le Sénégal arrive à obtenir 3 points sur cette double confrontation face à l'Afrique du Sud, en tout cas ce sera une très bonne nouvelle pour le Sénégal qui va participer à son 2e mondial après cette magnifique génération de 2002. Faire aussi attention à cette équipe de l'Afrique du Sud parce qu'elle est très joueuse, c'est une équipe qui est très portée vers l'avant, qui possède des joueurs qui ont un centre de gravité très proche du sol, donc qui tombent difficilement, qui sont très rapides, qui jouent beaucoup derrière le dos des défenseurs et donc beaucoup de concentration pour le Sénégal. Après, le Sénégal aussi a des éléments pour répondre à cette équipe de l'Afrique du Sud. Il y a Sadio Mané qui est de retour, qui est de retour, qui a fait une très belle prestation avec Liverpool le week-end face à West Ham, qui a délivré 2 passes décisives. Il y a l'adaptation de Keita Baldé qui se passe plutôt bien du côté de Monaco. Ouais. J'adore aussi l'entrée de Mbagnan face au Cap-Vert, qui était d'ailleurs à l'origine des 2 buts. Donc ça va être super intéressant cette rencontre, mais méfiance quand même à cette équipe de l'Afrique du Sud qui est très joueuse et qui peut très motivé également. Exactement, motivé aussi à jouer. Le sélectionneur qui, pour galvaniser ses troupes, emprunte cette phrase mythique de Obama, yes we can. Donc ils y croient et ils pensent que voilà, ils peuvent venir à bout des Lions de la Teranga. Mais tout est possible parce que quand on a vu déjà le match qui a été annulé, qui va être rejoué, on a vu effectivement que cette équipe de l'Afrique du Sud a causé beaucoup de problèmes à cette équipe du Sénégal, notamment dans le jeu, sur le plan offensif. Et après, cette équipe de l'Afrique du Sud a des petites failles, notamment au niveau du milieu de terrain et au niveau de la défense. Donc si les attaquants sénégalais peuvent profiter de ces failles-là, je pense qu'à partir de là, on sortira de cette double confrontation. Est-ce qu'avec le retour de Chabalala, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de changement au niveau du milieu des Bafana Bafana? Chabalala, c'est un joueur qu'on connaît tous, hein, qui a fait beaucoup, qui apporte beaucoup en termes de jeu dans cette équipe sud-africaine. Je pense qu'effectivement, ça pourra apporter, changer le jeu de l'Afrique du Sud et troubler peut-être le jeu du Sénégal aussi. Après, ça lui Cissé de nous mettre en place un schéma tactique pour déstabiliser cette équipe de l'Afrique du Sud. Vous avez parlé un instant de Yes Weekend. C'est à lui effectivement de tenir ce genre de discours aux Lions de la Teranga pour qu'ils aillent nous chercher cette qualification. Pour leur montrer que le football n'est pas une science exacte. Exactement. Ben, on espère en tout cas que c'est le cas, que ce n'est pas une science exacte parce que
comme je l'ai dit, cette équipe de l'Afrique du Sud, elle est beaucoup joueuse et Aliou Cissé doit vraiment redoubler de concentration, faire des bons choix, des bons changements au bon moment aussi et demander à ses joueurs d'aller vers l'avant, pas de défendre. Hein. C'est bien souvent de défendre, mais là c'est une rencontre où on a besoin de buts. Donc le Sénégal doit jouer librement et se porter beaucoup vers l'avant et être lucide face au but parce que c'est la qualité que cette équipe sud-africaine possède, la lucidité face au but. En deux occasions, elle peut facilement vous mettre 2 buts. En tout cas, ça promet. En route pour Kinshasa, le Sili Senior est en regroupement de 4 jours au Maroc pour les derniers réglages avant d'aborder la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Au total, les 3 locaux dont Alseni Camara, Bangoura, Seki Ahmadou Camara et le reste de la délégation se sont envolés dimanche pour le Maroc. Mais déjà, 5 joueurs ne seront pas du voyage. Il s'agit du capitaine Ibrahima Traoré, Lamine Diallo, Fousseini Bamba, Mohamed Lamine Yattara et Nabi Keita expulsés contre la Tunisie avec seulement 3 points sur 18 possibles. La Guinée n'a aucune chance, disons, de se qualifier au Mondial 2018. Ce sera la Tunisie ou la RD Congo. Après Francesco Totti et avant Gianluigi Buffon, Pirlo, cette légende du football italien, a mis la nuit dernière un terme à sa carrière. Dernier match en MLS, vu que mon temps à New York est terminé, je voudrais dire quelques mots. Ce n'est pas une aventure qui se termine, mais aussi ma carrière, annonce celui que l'on surmontait le maestro, que l'on surnommait le maestro sur les réseaux sociaux. C'est en 1994 à Brescia que l'architecte avait débuté sa carrière, qu'il a ensuite poursuivi à l'Inter Milan, à l'AC Milan, à la Juventus de Turin et enfin à New York avec à la clé 6 titres de champion d'Italie, 2 Ligues des champions et surtout un sacre avec la Squadra Azzurra lors de la Coupe du Monde 2006 après une finale d'anthologie face à l'équipe de France. Alors Régis, on aurait encore profité de ces touches de balle exceptionnelles de Pirlo. Ouais, c'est un joueur qui va beaucoup nous manquer, qui va manquer au monde du football. On a tous adoré voir ce joueur jouer avec la Juventus. Il avait encore des bons restes, hein, je pense, mais après, bon voilà, je pense qu'il va s'engager sûrement dans autre chose. Il a dit également qu'il comptait rester très proche du monde du football, donc peut-être qu'on va le revoir bientôt sur le terrain, peut-être en tant qu'entraîneur, comme Zidane l'a fait avec le Real de Madrid, ou encore en tant que très conseiller de la Juventus dans le recrutement et tout le reste. Il va beaucoup nous manquer, c'est dommage pour le football, c'est à l'image aussi des Kaka qui a pris sa retraite aussi. Et voilà, le monde du football a eu un petit coup la semaine dernière quant à l'annonce de la retraite de Pirlo. On va à présent faire un tour en Allemagne. Testé depuis le début de la saison, l'assistance vidéo à l'arbitrage crée de sérieux remous. Ce lundi, Helmut Krug, le patron du centre de contrôle chargé de superviser la VAR, a été démis de ses fonctions lundi par la fédération allemande. Cette dernière a nommé en remplacement l'ancien arbitre de haut niveau, le Michael Froelich, qui a promis dans un communiqué de la transparence dans les procédures. Régis, apparemment, cette vidéo n'est pas trop nette. Ben cette situation donne raison à l'Espagne qui est un peu réticent. Voilà, qui était un peu réticent et qui a annoncé il y a quelques semaines d'installer ce procédé de vidéosurveillance. Mais l'Espagne était très réticent à l'idée d'installer cette vidéosurveillance. Et quand on voit effectivement qu'il y a des failles dans le système, on donne raison à l'Espagne. Je vous l'annonçais en titre, en quelques jours, l'affaire aura fini de faire le tour du monde. Patrice Evra, l'arrière-gauche marseillais, avait adressé un coup de pied à un supporter lors de la dernière sortie de l'équipe en Ligue Europa contre Guimarães. C'était le jeudi dernier, un geste qui risque de lui coûter très cher, à en croire l'instance dirigeante du foot européen. Dans un communiqué, les supporters marseillais jugent le traitement de l'affaire Evra par presse manipulatoire et mensonger. Après ce geste, Patrice Evra pourrait ne plus retrouver de sitôt la pelouse, déjà suspendue contre les 2 prochains matchs de l'équipe. Evra devra passer devant la commission de discipline de l'UEFA. Alors, Régis,
cette affaire, que vous inspire cette affaire, Evra? Ben, moi, j'étais un peu très choqué à l'image quand je vis l'image. Mais je pense qu'après, c'est compréhensible aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs sont des êtres humains, donc ils ont des émotions aussi. Après, effectivement, ils pouvaient se contenir pour éviter ce genre d'image. Mais moi, ce qui me met un peu dans une colère noire, c'est la réaction, la manière dont cette affaire a été traitée en France. On a l'impression qu'il y a des clans. Et le diagnostic, il est bon, mais les médecins sont très suspects avec l'analyse des images de Patrice Evra. Quand on voit également que Barthez l'a fait avec Marseille à l'époque, quand on l'a fait avec United aussi, il n'y a pas eu cette flopée d'injures et autres choses sur les réseaux sociaux. C'était plutôt bien traité, et là, avec Evra, c'est très compliqué. Après, c'est dommage pour lui aussi. On l'avait déjà un peu perdu quand il a décidé de revenir à Marseille, de venir à Marseille. Il était moins présent sur le terrain, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et là, malheureusement, il va partir avec une image négative pour l'ensemble de sa carrière. Très grand capitaine à Manchester United. Et là, il va salir son image avec des gestes pareils. Après, ce que moi je ne comprends pas, c'est comment aujourd'hui les supporters arrivent facilement à entrer sur des terrains de foot. On a bien envie de savoir ce que le supporter a bien pu dire à Patrice Evra pour mettre ce magnifique joueur dans une telle colère. Je ne vais pas jouer aux avocats du diable, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose qui l'a poussé à réagir comme ça. C'est un être humain, il a sûrement été dépassé par des émotions. Après, l'acte est condamnable en lui-même. En tout cas, l'enquête est en cours, on en saura davantage. Ce vendredi, la France sera opposée au Pays de Galles, un match amical présent en conférence. Didier Deschamps a évoqué cet adversaire, avouant que c'est une belle équipe qui a fait un très bel Euro. Ils éliminent la Belgique en quart, tombent difficilement face au Portugal en demi. Ils ont un groupe expérimenté. Ce sont souvent les mêmes qui jouent, contrairement aux Bleus. Les Gallois ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 après avoir terminé 3e de le groupe d'éliminatoires derrière la Serbie et la République d'Irlande. La France a affronté 4 fois le Pays de Galles pour 2 victoires, un nul et une défaite. La dernière confrontation remonte à 1982. Nous allons toujours rester avec les Bleus, mais cette fois-ci pour parler de Karim Benzema avec 2 petits buts seulement en 12 matchs, toutes compétitions confondues. Cette saison, Karim Benzema, 29 ans, est loin de réaliser le meilleur début de saison de sa carrière. Les critiques à l'encontre de l'attaquant français viennent d'un peu partout désormais. Ce mardi, c'est au tour de la presse madrilène de se pencher sur le cas Benzema, et celle-ci ne ménage pas non plus l'attaquant français, pas épargné par les blessures en ce début de saison et qui n'évolue pas au sein d'un Real à son meilleur niveau pour sa défense. Alors Régis, avec ces critiques, Benzema est dans une mauvaise passe. Il est dans une mauvaise passe, mais vous l'avez souligné, il revient de blessure. Le temps d'adaptation est très compliqué pour lui. C'est 2 seuls buts au compteur pour Karim Benzema. Mais je pense que voilà, c'est à l'image du groupe aussi, c'est à l'image des grandes stars comme Cristiano Ronaldo qui peine aussi en Liga à inscrire son 2e but. Il est 6 buts en Ligue des Champions, meilleur buteur. Et voilà, je pense que Karim Benzema, il est critiqué parce qu'effectivement, c'est un grand joueur. On ne critique que les grands joueurs. Et je pense que voilà, il est dans une mauvaise phase. Et à partir de janvier, je pense que Karim Benzema sera de retour. Et puis, on ne fait pas 9 saisons au Real de Madrid si on n'a pas effectivement des compétences, des qualités d'un très grand joueur. C'est un très grand joueur. Il va montrer en tout cas à partir de janvier que la BBC pourra compter sur lui pour réaliser et marquer beaucoup de buts. En tout cas, Régis Mekila, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sport Time. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif du Gabon. Merci à vous, Pape, cher, pour l'invitation, et j'espère que je ferai le plaisir de revenir sur ce magnifique plateau.
Merci. Parlons maintenant athlétisme. Le Britannique Mo Farah, le Sud-Africain Wade van Niekerk et le Qatari Moutaz Essa Barshim sont les 3 finalistes pour le prix de l'athlète de l'année 2017 qui sera décerné le 24 novembre par la Fédération internationale à Monaco. Ce lundi a annoncé l'I2AF. Les 3 athlètes sont en lice pour succéder à la légende du sprint Usain Bolt, parti à la retraite à l'issue de la saison et sacré à 6 reprises en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, un record. Les finalistes ont été sélectionnés parmi une liste de 10 athlètes à l'issue d'un vote effectué par les membres du conseil de l'I2AF, du public et de la famille de l'athlétisme. Parlons à présent de la balle orange. James Harden a livré un match monstrueux dimanche soir en inscrivant la bagatelle de 56 points, son record personnel pour permettre aux Rockets de Houston de surclasser le Jazz de l'Utah 137-110. Harden s'est montré particulièrement adroit avec un beau 19 sur 25 au lancer. Il a complété sa performance avec 13 passes décisives. Il a toutefois échoué à une petite longueur du record individuel de points pour l'organisation détenue par l'arrière Calvin Murphy, membre du Temple de la Renommée. Celui-ci avait inscrit 57 points lors d'un match de la saison 1977-1978. Un mot de cyclisme avec le Tour du Faso remporté par le coureur marocain Salaheddine Marouni. Cette édition du Tour international du Faso s'est déroulée du 27 octobre au 5 novembre 2017. Cette compétition a vu la participation de 17 équipes de 14 pays d'Afrique et d'Europe. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Sport Time. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Médion TV Afrique.